Bonjour Valérie Piette. Bonjour. Bonjour Norman Ajari. Bonjour. Donc, je m'appelle Victoire Tuaillon, je présente ce podcast Les couilles sur la table et je suis vraiment très heureuse que cette discussion sur les masculinités et plus largement sur le genre et sur la race puisse avoir lieu dans un lieu public à l'initiative d'un pouvoir public. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, pendant 1 heure, on va discuter tous les trois et puis ensuite avec vous, puisqu'il y aura 1 demi-heure pour poser des questions, pour témoigner, pour intervenir de votre côté. Pendant 1 heure, on va discuter en termes simples de notions complexes, mais fondamentales si on veut véritablement comprendre le monde dans lequel nous vivons et qui modèle nos vies quotidiennes, nos façons de nous percevoir, nos façons d'être en relation les unes avec les autres et les uns avec les autres. Donc on va parler de race, on va parler de classe, on va parler de genre. Et parler de tout ça, ça veut dire nommer, identifier, comprendre les systèmes de domination et d'oppression dans lesquels nous vivons. Ça veut aussi dire qu'on va parler d'hommes, de femmes, de masculins, de féminins, de blancs. Qu'est-ce que ça veut dire être blanc dans nos sociétés aujourd'hui? On va parler d'histoire, de sociologie et de philosophie. Parce que vous êtes tous les deux à l'université. Valérie Piette, vous êtes historienne et philosophe. Historienne, ça suffit. D'accord. Alors, vous êtes historienne et vous enseignez l'histoire du genre. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles et vous enseignez plusieurs cours, notamment d'initiation à l'histoire du genre. Vous avez aussi dirigé des thèses. Voilà. Et donc, tout ce savoir-là nous est évidemment utile parce que l'une des choses que j'ai souhaité faire dans le podcast Les couilles sur la table, c'était de donner la parole notamment à des universitaires pour se battre aussi contre cette idée qu'à l'université, on produirait un savoir désincarné, inutile, qui n'aurait aucun rapport avec nos vies quotidiennes et avec le monde dans lequel on vit. Et c'est faux, évidemment, puisqu'on a besoin de ces savoirs-là, puisque par vos travaux, vous contribuez à nous faire voir le monde plus clairement et peut-être à contribuer à ce qu'on en construise un plus juste. Norman Ajari, bonjour. Vous êtes philosophe. Et vous avez signé l'année dernière un essai que je vous recommande, qui s'appelle « La dignité ou la mort », qui est paru aux éditions de La Découverte. Vous avez soutenu votre thèse à l'université de Toulouse. Elle était intitulée « Race et violence, Frantz Fanon à l'épreuve du postcolonial ». Et vous enseignez aujourd'hui à la Villanova University. En préambule, j'aimerais, puisque maintenant ça fait 50 épisodes qu'on fait dans Les couilles sur la table, 51 je crois, et que ça a aussi été l'occasion pour moi de confronter ces savoirs-là à la réception du public, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas à l'université et qui ne sont pas universitaires. Et je crois que c'est le cas de la majorité des personnes qui sont ici dans la salle. Et donc en préambule, je voudrais dire quelque chose qui me semble important, qui est souvent source de malentendus, c'est qu'en fait, tous les termes, toutes les notions dont on va parler aujourd'hui, on ne peut pas les comprendre si on continue à imaginer qu'on est des individus parfaitement libres, qu'on est tous et toutes égaux en conditions. Certes, nous sommes égaux en droit, mais il faut cesser d'imaginer que les êtres humains naissent en dehors de toute culture, en dehors de toute société, et qu'on serait tous des individus dotés d'un libre arbitre, parfaitement libres de faire ce que bon nous semble, etc. En fait, le débat entre nature et culture, il est dépassé depuis un moment, notamment en philosophie, si je ne me trompe pas, Norman, parce que on peut pas, il n'y a pas d'être humain qui naît en dehors d'une société, qui naît en dehors d'une culture. En fait, un pur être humain, ça n'existe pas. Et donc, il faut comprendre ça pour comprendre comment ces systèmes-là de domination influent sur nos vies et pourquoi il peut être tellement difficile de les combattre et comment ça modèle jusqu'à l'expérience qu'on a de son propre corps, comment ça modèle nos goûts, comment ça limite notre liberté, etc. Mais parfois, on ne le comprend pas parce qu'on reste dans cette fiction qu'on vit dans un monde où tout le monde est parfaitement, où chaque être humain est l'égal des autres, etc. Donc, pour tout de suite couper court à ça et pour donner des exemples très concrets de ce que ça signifie, j'ai une première question pour vous, Valérie Piette. Puisque on est souvent confronté dans nos discours, quand on parle de domination masculine, à des gens qui nous disent « mais ça n'existe pas, ça n'existe plus tout ça. Pourquoi est-ce que vous parlez de patriarcat? Pourquoi est-ce que vous parlez de sexisme? Vous voyez bien que dans la loi,
aujourd'hui en Belgique ou en France, par exemple, plus rien ne limite les femmes. Elles ont les mêmes droits. Si elles ne sont pas présentes dans les lieux de pouvoir, c'est qu'elles ne le veulent pas comme individus purement libres. C'est peut-être que ça n'est pas leur goût. Donc est-ce que vous pouvez commencer par nous donner des exemples très concrets de domination masculine aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est un fait, la domination masculine, et pourquoi il ne s'agit pas d'une opinion? Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas d'une opinion, mais comme le disait Geneviève Fraisse, le patriarcat peut rester dans nos têtes, mais il n'y a plus de chef de famille, chef avec un seul F. Évidemment que la loi, enfin c'est aussi le rôle de l'histoire, il faut revenir vers ça. Il y a une forme d'égalité dans la loi. Et longtemps, les féministes ont cru que ça allait suffire, que ce soit l'égalité dans les droits civils, l'égalité politique, donc, le droit de vote, l'accès à la citoyenneté, etc. On s'est dit, une fois qu'on aura acquis tout ça, on y est. Et aujourd'hui, c'est dans la Constitution, donc voilà, l'égalité est bien présente. C'est ce qu'on appelle le mythe de l'égalité déjà là, que vous avez peut-être déjà entendu, c'est-à-dire, mais enfin, qu'est-ce qu'elles veulent encore? Elle est là. Qu'est-ce qu'elles veulent encore? Ça, on l'entend souvent aussi. Donc, il y a évidemment aujourd'hui des comportements agissants, présents, prégnants, qui relèvent du patriarcat. Mais entre guillemets, ce patriarcat n'est plus légal. Il n'y a plus le bras armé qui est là derrière de la justice ou de la police. Normalement, il y a une égalité, mais on sait bien que la domination masculine, elle est omniprésente. Le patriarcat est omniprésent. Rien que dans les chiffres que vous avez cités tout à l'heure sur le nombre de féminicides aujourd'hui en France ou en Belgique, sur le nombre d'atteintes, abus, viols en Belgique, où les chiffres qui sont connus pourtant depuis très longtemps, mais qui sortent plus régulièrement, que tu rappelais d'ailleurs ce matin. Donc, ce matin à la radio, pardon, je vous coupe, mais je rappelais lors d'une interview que ce chiffre, qui est sensiblement le même en France et en Belgique, c'est-à-dire qu'il y a un quart des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Voilà, ça paraît énorme. Ce sont des chiffres qui, pour la Belgique, viennent d'une enquête de 2014 d'Amnesty International et de SOS Viol. Et c'est vrai qu'on a toujours fait comme si le viol était un crime extrêmement marginal, qui était le fait de fous furieux, qui arrivaient dans l'espace public, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les mythes sur le viol. Et c'est pour ça que c'est intéressant de rappeler les chiffres, de regarder les statistiques, de regarder les faits, pour cesser de croire à ces mythes-là et pour prendre véritablement la mesure des violences sexuelles, c'est-à-dire que non, ça n'est pas du tout un crime exceptionnel. Oui, énormément de femmes ont subi des violences sexuelles, et comme elles en ont subi généralement de la part d'un homme qu'elles connaissaient, ça veut aussi dire que beaucoup d'hommes se rendent coupables de violences sexuelles. Voilà, je fais cette fin de la parenthèse. Voilà. Mais donc c'était pour rappeler ces chiffres, et bon, ils sont évidemment extrêmement importants et peut-être étonnants, il marque les esprits en tout cas aujourd'hui. Et donc ce qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, moi je vois ça avec des étudiants et des étudiantes de première année, quand on leur parle de domination masculine ou de la nécessité du féminisme, tout le monde au début me dit à quoi ça sert? Alors historiquement ça peut être intéressant, mais à quoi ça sert? J'ai accès à la contraception, j'ai le droit à l'avortement, j'ai pu faire des études que j'ai choisies, alors on peut revenir évidemment sur la notion de choix, j'ai accès à l'université. D'abord, la plupart du temps elles ne se rendent pas compte que tout ça a été en combat important mené par les féministes, et donc je suis là, j'ai le même droit que le compagnon assis à côté de moi. Voilà. Et puis, ces étudiantes, heureusement, il y a les cours et on discute. Et puis, il y a aussi ce qui se passe en Belgique et ce qui se passe ailleurs. Et puis, elles vieillissent. Et quelquefois, je les revois vers 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et l'âge est aussi une notion dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais qui est aussi intéressante. Et elles reviennent me voir. Et soit elles ont fait le choix d'avoir des enfants ou pas. Soit elles sont dans le monde du travail. Et là, tout à coup, le fait d'être une femme, elles redécouvrent ce que ça signifie et elles comprennent beaucoup plus la domination masculine. On dirait qu'il y a un âge où tout à coup ça bascule et où on se rend compte que oui, peut-être que tout ça sur papier, on les a obtenus, ça a été des combats, c'est acquis, mais dans les faits, alors d'habitude je peux prendre le politique évidemment, je peux vous dire qui est bourgmestre, ici on a vu que ça ne fonctionne pas, mais néanmoins quand on voit le nombre de femmes bourgmestres ou de maires en France ou de femmes bourgmestres en Belgique ne
parlons pas de ministres, ne parlons pas de députés, etc. On voit bien que la parité, où qu'elle soit, est en leurre, enfin, n'existe pas. C'est un combat qu'il faut encore mener. Donc oui, évidemment, la domination masculine est omniprésente dans nos sociétés, et ça renvoie au patriarcat, qui est un système construit, qui est aussi historisé et qu'il faut historiser. Voilà, je ne crois pas du tout au patriarcat depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, et qui n'aurait absolument pas bougé, et qui est une notion qu'on utilise, voilà, c'est une notion intéressante en soi, mais c'est une notion, comme la masculinité ou les masculinités, qui bouge avec le temps. Et ça, je crois que c'est aussi important, il faut les historiser. Être un homme au 19e siècle, et on pourrait y revenir dans une classe, au sein de la classe ouvrière, ou être un homme aujourd'hui dans la bourgeoisie, c'est pas la même chose, c'est pas le même vécu. Et je crois que ça, c'est des choses qu'il faut continuellement rappeler. Et là, j'en appelle évidemment à la nécessité de l'histoire. Merci beaucoup. On va y revenir parce que tous les deux, vous insistez aussi sur la construction historique, en fait, à la fois du genre, mais aussi de ce qu'on appelle la race. Mais je vais d'abord vous poser le même type de question, Norman Ajari. Il y a aussi, ça on l'entend aussi très souvent, de dire, mais enfin, pourquoi est-ce que vous parlez de domination blanche? Pourquoi est-ce que vous parlez de système raciste? Vous voyez bien que ces notions-là n'existent pas dans la loi. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La race, ça n'existe pas. C'est une invention des racistes. Pourquoi est-ce que vous, les sociologues, les philosophes en sciences sociales, vous continuez d'utiliser cette notion? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Et voilà, ça c'est des objections qu'on entend souvent. Donc je vais vous demander la même chose. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement pourquoi la domination blanche, c'est pas une opinion, c'est pas une impression, c'est pas une lubie, mais c'est un fait? Alors, merci. Bon, alors je vois deux questions dans celle que vous venez de me poser. D'une part, celle sur la notion de race, et d'autre part, celle qui porte sur ces manifestations contemporaines. Sur la notion de race, disons, ce qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est que cette notion de race, qu'on assimile unilatéralement aujourd'hui à une notion purement et simplement dépréciative, en réalité, une longue histoire. Par exemple, on pourrait citer au XIXe siècle un grand intellectuel haïtien qui a travaillé notamment à Paris, en Europe, qui était d'abord un avocat, mais qui s'est fait anthropologue par la force des choses, qui s'appelle Anténor Firmin, et qui écrit un essai fascinant, raffiné sur le plan intellectuel, qui s'intitule « L'essai sur l'égalité des races humaines », et qui était une réponse au fameux texte de Gobineau sur l'inégalité des races. Pourquoi je fais ce petit hommage à cet intellectuel d'un siècle passé? C'est pour montrer que la notion de race, même si aujourd'hui on la considère très souvent comme étant une notion taboue, une notion qui nous amène directement vers des problématiques d'inégalité, vers des catégorisations morbides, en réalité, elle a été employée par exemple par Firmin pour revendiquer une égalité dans la différence, pour essayer de penser ce que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à penser, c'est-à-dire penser à la fois l'égalité et la différence. De considérer qu'effectivement, empiriquement, l'haïtien a une autre allure que l'européen, mais que cependant, sans nier cette différence, qui se manifeste aussi par des traditions différentes, sans nier cette différence-là, il est possible de les penser comme des êtres égaux. Et Anténor Firmin n'a pas reculé à employer la notion de race. Cette notion de race, on l'utilise aussi aujourd'hui beaucoup dans les sciences sociales et dans les sciences humaines pour témoigner de cette réalité historique, et qui est effectivement une réalité historique, qui se manifeste par des choses très simples. Aujourd'hui, être noir, à l'échelle du globe, ça signifie toujours être descendant de colonisés ou d'esclaves. Ça signifie être descendant de peuples dont l'humanité a été systématiquement niée sur le plan du droit, de la politique, de la biologie, de la médecine, de la psychiatrie, de la théologie, et j'en passe. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Le continent africain a été tout d'abord considéré comme un vaste réservoir d'esclaves à partir de la conquête des Amériques pour les faire travailler dans les plantations. Et ensuite, c'est le continent africain lui-même qui était l'objet de la rafle coloniale et qui est aujourd'hui considéré comme un vaste espace de l'extractivisme et des pillages de toutes sortes, notamment des ressources minérales, mais pas seulement. Et ça, évidemment, c'est une structuration globale, une structuration coloniale globale, impériale de notre planète. Mais ça a des manifestations très concrètes. Et je pense qu'on peut en parler, pour le coup, en faisant se joindre la question de la race et la question du genre.
mais d'une manière qui n'est peut-être pas la plus, comment dire, la plus commune, mais qui est tout à fait pertinente ici, puisque nous sommes censés parler de la question des masculinités. Une étude a été publiée cette année par l'INED et par l'université de Pennsylvanie, UPenn, qui est une université de la Ivy League états-unienne, une université extrêmement prestigieuse, l'Institut national d'études démographiques et donc l'UPenn, qui ont montré qu'il existait chez les hommes arabes en France, c'est-à-dire plus précisément, pour être tout à fait spécifique, les personnes de deuxième génération qui descendent de l'immigration nord-africaine, une surmortalité considérable chez ces personnes. C'est-à-dire qu'elles ont 1,7 plus de chances que les autres hommes de mourir avant l'âge de 45 ans. Et mourir avant l'âge de 45 ans, c'est vraiment jeune, c'est quelque chose d'impressionnant. 1,7 fois plus de chances. Et l'étude a été très bien faite. Elle montre que ce sont les hommes arabes, quelle que soit leur classe sociale. C'est-à-dire qu'ils ont pondéré ça en recherchant les questions, enfin en recherchant le niveau d'éducation scolaire, le niveau universitaire. Ils ont pondéré ça aussi en comparant ces hommes arabes avec les hommes issus de l'immigration du sud de l'Europe. Et on se rend compte que c'est véritablement, ils ont objectivé le fait que c'était véritablement les hommes arabes qui vivaient cette surmortalité. Non pas les femmes arabes, mais les hommes arabes. Une autre statistique, c'est que en France, un homme perçu comme noir ou arabe, et là c'est une statistique du Défenseur des droits français, qui est une institution étatique mais indépendante, a 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité, 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité que l'ensemble de la population. Là aussi, c'est un chiffre considérable. Un dernier chiffre, pour ne pas vous assommer avec cela, un dernier chiffre qui est celui qui procède d'une étude qui a été menée par l'anthropologue Didier Fassin dans une maison d'arrêt de la région parisienne et qui a montré que les effectifs de cette prison étaient composés à 2/3 d'hommes noirs et arabes. Ce que tout ça montre, c'est qu'il y a une surexposition des hommes noirs et arabes dans nos sociétés à une violence qui est une violence en l'espèce d'État, une violence policière, et que ça a des conséquences tout à fait concrètes sur l'écourtement de la vie de ces personnes. Et je pense que tout ça, en fait, fait système avec un faisceau d'autres discriminations qui font et qui procèdent d'une histoire où ces hommes arabes et noirs ont été perçus comme des êtres abjects et des êtres dangereux dont il fallait se protéger, et donc qui exigent d'être criminalisés a priori, et donc de subir de sérieux contrôles et de sérieuses répressions afin d'être certains qu'ils ne nuisent pas. Cela, ça fait partie de notre histoire et ce sont des réalités que nous tentons dans les sciences humaines de désigner en employant cette notion de race et également en employant cette notion de genre. On voit bien qu'ici, on a une notion de genre très dynamique puisque ce type de violence ne procède pas de la condition masculine en tant que telle. La plupart des hommes, et certainement pas les hommes blancs, ne subissent pas ces contrôles. Ils ne subissent pas ce taux de surmortalité. Mais par contre, les hommes qui sont perçus comme faisant partie des minorités raciales, eux subissent une expérience complètement différente de la masculinité à cet égard-là. Ils ne bénéficient pas des mêmes privilèges et ils vivent donc une expérience à la fois raciale et genrée qui est très spécifique et qui malheureusement n'est pas souvent comprise et n'est pas souvent adressée aussi bien évidemment dans le milieu politique, mais également, il faut bien le savoir, dans le milieu universitaire et dans le milieu de la recherche. C'est encore un domaine qui est sous-exploité et sous-recherché. Donc je suis heureux de pouvoir amener ici ces chiffres, ces faits, et qu'on puisse ensemble réfléchir à de nouveaux frais à cette masculinité, et qu'on ne perçoive pas sans cesse les hommes noirs et arabes sous le prisme de cette criminalisation, sous le prisme de cette hyper-virilité, de cette hyper-masculinité qui contribue à les basculer vers une situation où ils sont condamnés à la mort et à la souffrance. Je vous remercie et je vous remercie beaucoup. Il y a énormément de choses dans ce que vous avez dit chacun, chacune. Je vous remercie d'avoir cité des chiffres, d'avoir cité ces chiffres-là parce que ça va nous amener à mon deuxième point de définition. Pour bien comprendre ce dont on parle, vous allez peut-être devoir répéter quelque chose. Mais vous voyez, il y a une idée reçue souvent qui est que le racisme, ce serait une affaire d'opinion et puis ce serait une affaire entre deux individus, en fait. Voilà. Donc on va se dire, être raciste, c'est pas bien, c'est penser du mal de quelqu'un en raison de sa couleur de peau. Mais ce qui est très important de comprendre, et c'est ce que là vous avez montré et démontré avec ces chiffres-là,
c'est qu'il y a un racisme qu'on appelle systémique. Il y a un racisme qui est dans nos institutions. Et c'est pas seulement bien sûr, ça passe par des individus, mais ça passe par des politiques, en fait. Et ça a des effets, après, évidemment très concrets sur les individus, sur des groupes. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, merci d'avoir cité ces chiffres-là. J'ignorais l'étude qui a été faite de l'Université de Pennsylvanie. Et de l'INED. Et de l'INED. Les chercheurs et chercheuses, un chercheur et une chercheuse française étaient impliqués dans cette étude. Et c'est effectivement très important, c'est pour ça que dans le podcast Les couilles sur la table, on insiste sur le terme des masculinités au pluriel, parce que pour le dire très rapidement, mais c'est ce que vous avez montré aussi, il est évident que ça n'est pas la même chose d'évoluer comme quelqu'un d'identifié comme un homme cisgenre, blanc, hétérosexuel, bourgeois, que d'évoluer comme un jeune homme racisé, donc noir ou arabe dans nos pays, en gros c'est ça, ou asiatique parfois. Voilà, et ce ne sont pas les mêmes conditions, c'est-à-dire que l'État, la police, la justice, les employeurs, même les professeurs à l'école, etc., ne vont pas vous traiter de la même façon en fait. Mais donc, je voudrais, pour que ce soit bien clair, qu'on explicite ce terme de personne racisée, parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, qui vient aussi de l'université, qui est réapproprié par des militants. Pourquoi est-ce qu'on parle de personne racisée ? Oui, personnellement, c'est pas un terme que j'apprécie spécialement, même si je l'utilise parfois, mais c'est un terme qui vise tout simplement à désigner les personnes, et c'est un terme qui se présente, disons, sous une voie passive, une personne qui est racisée, c'est-à-dire qui subit une condition raciale, ce qui signifie en somme une personne à laquelle, quotidiennement, par une multiplicité de pratiques, par un ensemble d'expériences quotidiennes, qui est renvoyée à une certaine assignation raciale. C'est-à-dire, par le type d'expérience dont j'ai parlé, par ces contrôles aux faciès par exemple, par des remarques, ne serait-ce que par un certain nombre de questionnements qui leur sont adressés quant à leurs origines, dans les conversations les plus ordinaires. En somme, c'est tout un ensemble d'habitudes, d'attitudes, et qui font même parfois partie de la culture. Par exemple, Frantz Fanon, dans son grand livre, le grand penseur, philosophe et intellectuel et psychiatre martiniquais, parlait de l'effet que lui faisaient les publicités de Banania. Il y insiste beaucoup dans son livre Peau noire, masque blanc. Voilà, le fait d'être confronté à ce type de représentation aussi procède d'une certaine racisation, c'est-à-dire de se voir assimilé, associé à des figures de soi dépréciatives et qu'on est contraint d'endosser, au moins dans le regard des autres, et face auxquelles en tout cas on ne peut pas rester indifférent. Donc c'est tout un ensemble de choses que la société nous fait et qui nous pousse à être renvoyés, qu'on l'accepte ou pas, qu'on décide de l'assumer ou qu'on décide de le refuser, mais qui nous renvoie à un collectif. Et très souvent, lorsqu'il s'agit de la question raciale, au départ, c'est pas forcément le cas pour toujours, mais au départ, ce sont souvent des collectifs qui sont dépréciés, des collectifs qui sont considérés comme pathologiques, des collectifs qui sont considérés comme faisant partie d'humanité inférieure ou qui sont tout simplement mis hors de l'humanité, comme c'est souvent le cas dans l'histoire noire. Et donc c'est ça, être racisé, c'est subir ce type de renvoi qui se manifeste qui a pour conséquence finale le type de chiffre dont nous avons parlé, et donc qui fait de moi, d'une certaine manière, le noir, voire le nègre, que je ne peux pas ne pas être, que je n'ai pas le choix de ne pas être, que je suis tenu d'incarner malgré moi, ou bien, si je décide de politiser la chose, avec mon consentement. Mais c'est très intéressant ce terme de consentement, puisque moi je pense que c'est un beau concept, pour faire un tout petit peu de philosophie, hein, parce que vous avez parlé au départ du fait qu'on n'était pas des êtres humains libres, on n'est pas dans le libre arbitre absolu. Eh bien ce consentement, ça montre d'une certaine manière, même quand on n'est pas dans le libre arbitre absolu, on a cette possibilité de consentir ou pas à ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on est d'emblée confronté à une situation dont nous ne sommes pas maîtres, mais ce que nous pouvons faire, c'est consentir ou non à ce qui nous arrive. Et donc, on peut consentir ou pas à sa racisation, mais nous n'en sommes pas les maîtres, nous ne les décidons pas, et nous ne pouvons pas décider du jour au lendemain de cesser d'être noirs, comme on nous le demande parfois. C'est une impossibilité, et de telles injonctions sont des injonctions qui ont des causes qui sont graves, qui causent des maladies mentales, qui posent des problèmes de santé mentale, car ce sont des injonctions contradictoires, elles sont pathogènes.
Merci, on va revenir là-dessus après. Donc, vous avez dit, quand on a une personne racisée, toute la société, y compris dans des conversations anodines, vous renvoie à ça. D'ailleurs, moi, je vous reposer une question après là-dessus, et donc c'est quasiment impossible d'échapper à cette réassignation constante. Il me semble... Si je peux, c'est parce que... Oui. C'est des injonctions fortes, mais le 19e siècle, ou disons scientifique, comme on l'a souvent mis, a assigné les personnes racisées et les femmes et les amis plus ou moins dans le même ensemble. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier non plus, à quel point les sciences, on parlait de l'université tout à l'heure, mais à quel point les sciences ont aussi produit ces assignations. Et ces catégories, en fait, elles Voilà. ont créé les catégories de sexe et de race. De sexe, de race, d'orientation sexuelle, en mettant tout en haut, évidemment, des catégories, l'homme blanc bourgeois, et tout en bas, la femme noire. Et il y a là une vision très pyramidale, et l'anthropologie physique est née, c'est pas par hasard évidemment, au même moment. L'histoire est née, l'histoire qui se veut scientifique et qui est une discipline universitaire rentre au même moment dans les universités, et c'est pas anodin que tout ce qui va toucher aux populations colonisées, à l'être différent et aux femmes date de la même époque. C'est au même moment qu'on va véritablement faire naître l'anthropologie en calculant la taille des crânes, des cerveaux, que ce soit ceux des populations racisées ou des femmes. Et la phrénologie, donc c'était oui. Voilà, la phrénologie qui était donc la science de mesure des crânes, où il y avait des gens qui s'affirmaient comme scientifiques, qui de toute bonne foi classer les crânes des êtres humains en fonction bref, ils ont inventé les catégories de race en lui donnant des bases pseudo-scientifiques, mais enfin qui à l'époque apparaissaient comme scientifiques, et en affirmant de toute bonne foi, voilà, on peut remarquer... Mais attention aux pseudo-scientifiques, à l'époque, ce sont des tout grands chercheurs, des plus grands hôpitaux parisiens ou des plus grandes universités françaises, américaines, anglaises ou autres, qui vont écrire des articles et des ouvrages entiers sur la question. Donc pour l'époque, c'est une science. Et donc, il faut aussi se rendre compte à quel point les populations racisées qui vont commencer à s'insurger, qui vont aller chercher ce savoir, je pense surtout déjà à l'entre-deux-guerres, comme des Césaire, comme des Senghor, ou les premières féministes de la fin, ou du Boys plutôt, ou des premières femmes du 19e siècle, les suffragettes, vont lutter contre ce savoir. Enfin, il faut aussi se rendre compte que ces scientifiques disent qu'une femme est aussi intelligente que Guénon, elle ne doit pas aller à l'université. Enfin, on pourrait faire des citations à n'en plus finir, à l'envi. C'est quand même très prégnant comme discours. Donc, pour pouvoir véritablement le combattre, il fallait aussi avoir des couilles. Sur la table. Sur la table d'opération, du coup. C'est ça. Moi, je dis souvent que cette table sur laquelle j'invite à poser ses couilles, donc qui ne sont pas les miennes, hein, mais c'est une table de dissection, en fait. Bien. Voilà. Vous avez rappelé que ces catégories-là, en fait, elles ont été créées et étayées par ce qui était considéré à l'époque comme des sciences. Et tout ce que vous essayez de faire, le mouvement dans lequel vous vous inscrivez chacun et chacune, c'est de démonter, en fait, le maître étalon, en réalité, puisque toutes ces sciences-là, elles ont pris comme étalon, c'est-à-dire comme être humain universel, un être qui en réalité n'était pas du tout universel, en fait, puisqu'il s'agissait d'un savoir masculin, blanc et européocentré. Et que l'enjeu des savoirs féministes, l'enjeu de la critique féministe, c'est aussi de donner à voir une autre vision du monde, en fait, de dire en réalité votre point de vue soi-disant universel, il ne l'est pas. Et la même chose pour les luttes et pour les savoirs décoloniaux. C'est-à-dire, c'est de lutter contre ce qu'on appelle l'androcentrisme. L'androcentrisme, c'est le fait de mettre l'homme toujours au centre. C'est-à-dire que c'est à partir de l'expérience masculine, à partir du point de vue masculin, qu'on va créer les catégories, qu'on va évaluer le monde, qu'on va le décrire. Et on appelle ça l'objectivité ou l'universalisme. Et la même chose pour la blanchité, pour l'homme blanc, de dire, voilà, eh bien nous décrivons le monde ainsi, nous décidons que les Noirs, par exemple, n'ont pas de dignité,
ne sont même pas humains, etc. Voilà. Et que l'enjeu du savoir décolonial, c'est aussi de renverser cette perspective, en fait, de montrer, de mettre en évidence le fait que c'est une perspective qui n'est pas universelle, hein, au contraire. C'est pas anodin d'ailleurs que les féministes, les néo-féministes, je dis des années 70, 70, et la pensée décoloniale vont se rencontrer, enfin je veux dire, enfin pas que la pensée, et les décoloniaux vont se rencontrer, vont faire en bout de chemin ensemble, je pense évidemment à Angela Davis ou bien d'autres, parce qu'il y a quand même cette déconstruction qui doit être menée, parce qu'on a beau dire que la masculinité ou la féminité c'est de belles constructions, elles sont quand même bien réussies, enfin je veux dire, on fonctionne tous les jours avec ces constructions qui nous sont issues du 19e siècle, qui ont été quand même très bien construites, et donc nous devons déconstruire au fur et à mesure, et je crois que le néo-féminisme et les décoloniaux ont tenté de le faire depuis longtemps, et certainement dans les vagues révolutionnaires des années 70. Et je pense que la critique continue à avancer, la critique n'est pas terminée, et elle doit aller sur de nouveaux fronts. Et bon, de mon point de vue, c'est important, lorsqu'on critique par exemple cet androcentrisme, de faire droit, je l'ai déjà esquissé, mais j'aimerais y insister, à l'existence de ces différents types de masculinité. C'est-à-dire, on considère aujourd'hui, la plupart du temps, en tout cas dans la recherche, mais c'est passé dans le langage courant, le genre comme étant un ensemble de normes, de constructions historiques, qui ne procèdent pas simplement du fait de posséder tel type ou tel autre type d'organe génital. C'est au contraire un ensemble de normes, un ensemble de représentations sociales qui nous travaillent et qu'on associe non seulement à ces organes génitaux, mais plus généralement aux personnes qui les portent et qu'on considère comme devant se conformer à tel ou tel comportement ou avoir telle ou telle attitude. On considère le genre comme quelque chose d'historique normalement. Mais malheureusement, souvent quand on pense à la masculinité, on oublie de considérer cette chose-là. C'est-à-dire qu'on pense qu'il existe une espèce de, privilège masculin ou de participation et de légitimité au patriarcat de tous les hommes de manière indifférenciée. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas la différence qu'il y a entre ces différents hommes. Lorsqu'on pense à la masculinité blanche, quand on pense aux valeurs, c'est-à-dire au genre, parce que genre c'est une affaire de valeurs, une affaire de normes qui y sont attachées, qu'est-ce qui nous vient en idée ? Le caractère d'être protecteur, le caractère d'être un provider, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, le fait d'être, riche, puisque c'est la partie de la démographie de nos sociétés d'Amérique du Nord et d'Europe qui sont les plus riches. Ce sont ces choses-là qui nous viennent en tête. Le fait d'avoir du pouvoir, du coup, on peut quand même énumérer, mais je suis d'accord qu'il faut bien sûr complexifier, c'est ce qu'on va faire, mais on peut d'abord énoncer ce que sont ces privilèges masculins, à quoi ressemble la masculinité, tout en précisant qu'évidemment, il faut toujours croiser avec d'autres systèmes d'oppression. Mais ce que je voulais souligner, c'est que lorsqu'on pense à la masculinité noire, il n'y a aucun, par exemple, ou la masculinité arabe, il n'y a aucune de ces caractéristiques qui nous viennent en tête. À la place du caractère protecteur, ce qui nous vient en tête, c'est le caractère violent. À la place de la richesse qui nous vient en tête, c'est la pauvreté. Et on a immédiatement en tête le cul-de-sac subsaharien qui est considéré, et de fait c'est empiriquement vrai, comme la région la plus pauvre du monde, ou Haïti, la région la plus pauvre de l'hémisphère nord, etc., etc. C'est-à-dire que nous avons des figures de la masculinité qui n'ont rien à voir, mais que parfois, dans la recherche, on assimile l'une à l'autre. C'est-à-dire que même si nous n'avons pas du tout les mêmes niveaux de revenus, même si nous n'avons pas du tout le même accès aux ressources, même si nous n'avons pas du tout le même type d'expérience vis-à-vis de la police et plus généralement vis-à-vis de l'État, on considère ces réalités comme congruentes, comme faisant partie d'un même ensemble. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut véritablement, radicalement considérer ces expériences de la masculinité comme différentes. Moi, je ne pense pas qu'il y a de continuum de la masculinité. Je pense que vraiment, empiriquement, ce sont des expériences aussi dissemblables que le sont les différentes expériences de la féminité, ce dont le black feminism, le féminisme noir et le féminisme intersectionnel, ce que le féminisme intersectionnel et le féminisme noir ont bien compris. Mais lorsqu'il s'agit de la masculinité, cet effort n'a guère été fait à mon sens, et je pense que c'est important d'y insister.
C'est notamment le travail de la sociologue australienne Rowan Connell, qui, elle, Exactement. a pris en compte ça. Alors, c'est le moment où je vais expliquer brièvement, même si c'est... voilà, il vaut mieux lire toujours les autrices et les auteurs plutôt que chercher à les résumer, mais voilà l'idée. Puisqu'on a vu qu'il fallait tenir tout ça ensemble, il faut se demander comment ces modèles de masculinité interagissent ensemble et surtout, et là c'est ce qu'on va voir, c'est ce que je vous propose de voir dans la seconde partie de cette discussion, comment en fait ce qu'elle appelle la masculinité hégémonique, c'est-à-dire le modèle de masculinité qui peut apparaître comme dominant ou idéal ou normal en réalité, voilà l'homme normal, comment ce modèle-là il est sans arrêt en tension et en interaction avec d'autres types de masculinité qui doivent être rejetés à la périphérie ou ce qu'elle appelle subordonnés. Bon, je vais être plus claire. Alors, elle dit, voilà le système d'analyse des masculinités tel que le propose Rowan Connell. Elle dit, il y a cette masculinité hégémonique qui n'est pas forcément une masculinité qui peut être incarnée par des individus en chair et en os. C'est aussi des idéaux. Ça peut être la masculinité de certains acteurs, de certains sportifs, mais aussi ça peut changer au niveau local, parce qu'en fait, ce qu'elle appelle la masculinité hégémonique, ça dépend aussi du contexte culturel dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en Andalousie, et ben la masculinité hégémonique, ça peut être celle des toreros, par exemple, en Andalousie. C'est clairement pas du tout la même que la masculinité hégémonique chez les professeurs d'université, par exemple. Bon. Donc, et ça bouge. Ça ressemble un peu. Et ça bouge tout le temps, en fait. C'est ce qu'elle nous dit. Donc, c'est pas un type, hein, c'est pas... voilà, ça bouge sans arrêt, et ça bouge parce que c'est en interaction avec d'autres types de masculinité, où il y a d'abord les masculinités subordonnées. Donc ça, elles sont rejetées comme masculinité subordonnée, toutes les masculinités qui sont par exemple jugées trop efféminées ou qui sont jugées trop pauvres ou déviantes d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a ce qu'elle appelle les masculinités marginalisées. Et ça, c'est beaucoup plus en relation avec la race et la classe. Et la spécificité de ces masculinités marginalisées, c'est que, bien sûr, de temps en temps, vous pouvez avoir une personne qui incarne cette masculinité marginalisée qui est portée au nu. On prend par exemple l'exemple de Barack Obama aux États-Unis, qui était un homme noir. Et pour autant, c'est pas parce que ces personnes-là vont avoir du pouvoir à un moment donné que ça va avoir des effets sur toutes les personnes qui leur ressemblent. C'est pas parce que Barack Obama était au pouvoir que d'un coup il y a eu moins de violences policières contre les hommes noirs aux États-Unis. Au contraire, puisque c'est pendant son mandat qu'il y a eu le mouvement Black Lives Matter, etc. Voilà. Et pourquoi c'est fascinant ce modèle-là ? Parce qu'effectivement, ça nous permet de sortir d'un simplisme où on opposerait les femmes et les hommes, même si, là on est peut-être en désaccord là-dessus, ça reste quand même utile, notamment pour analyser les violences faites aux femmes, puisque les violences faites aux femmes, elles sont le fait des hommes de toutes conditions, de toute classe sociale, de tout âge, etc. Voilà. Mais c'est quand même intéressant pour comprendre comment cette notion de masculinité, elle peut être utilisée à des fins racistes. Et comment est-ce qu'on peut éviter ça aussi dans nos façons d'être des alliés si on a envie d'agir pour un monde qui soit plus égalitaire, tant du point de vue, et un monde en fait égalitaire tout court, tant du point de vue de la race que de la classe que du genre. Parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on est antisexiste qu'on est antiraciste. C'est pas parce qu'on est antiraciste qu'on n'est pas sexiste non plus. Et donc, je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à cette articulation-là. Voilà. Un bon exemple de ça, il me semble, c'est la façon dont on a décrit, dont on s'est emparé du sujet des violences sexuelles et dont on l'a décrit dans l'espace médiatique, mais aussi dans nos représentations culturelles, dans les films, dans les chansons, dans les idées reçues, etc. Avec cette idée qu'en fait, les hommes racisés seraient à la fois pourvus d'un appétit sexuel insatiable, et aussi extrêmement violents, et aussi qui seraient beaucoup plus sexistes que les autres étant l'homme de référence, et donc les hommes normaux, les hommes blancs, en l'occurrence dans notre société. Est-ce que vous voulez décrire ou donner un exemple de ce phénomène-là, par exemple de l'opposition entre
la façon dont en France on a décrit les tournantes, dont on a créé la catégorie de tournantes pour parler des viols qui auraient lieu et qui auraient plus souvent lieu en banlieue, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, mais en fait ce qu'on voulait sous-entendre c'était les quartiers où vivaient les Noirs et les Arabes. On a créé cette catégorie de tournantes pour décrire des viols collectifs qui ont fait lieu partout dans la société. Tout à fait. Et en même temps, on criait aussi d'ailleurs l'autre mythe qui était la beurette. Et, enfin, je veux dire, mais qui est aussi intéressant en termes d'apport aussi là historique, hein, parce que c'est aussi une construction, et une merveilleuse construction, que ce soit qui nous vient aussi des guerres coloniales, d'ailleurs, qui a été un peu mis en avant quand même par la fiction et heureusement, notamment dans les indigènes. Et on l'a vu là, mais aussi dans d'autres. Il ne faut pas oublier que l'armée française, puisqu'on parlait de la France, l'armée française, lorsqu'elle menait l'armée coloniale, parce que l'armée française c'est aussi l'armée coloniale, avait des bordels itinérants pour les indigènes, spécifiques, avec des femmes indigènes pour ces soldats, pour ces fameux tirailleurs sénégalais qui, vous le savez, ne sont pas que sénégalais au sens premier du terme. Ah non, ça je pense qu'il faut faire une petite parenthèse historique là-dessus. Quand vous dites, vous le savez, les tirailleurs sénégalais... Les tirailleurs sénégalais, c'est des soldats essentiellement issus d'Afrique dans son ensemble, mais pas spécialement qu'au Sénégal, et que la France a beaucoup vanté comme étant ses meilleurs soldats, parce qu'on considérait que cette population noire avait, grâce aux scientifiques à l'époque, avait un système nerveux quasi beaucoup moins présent que chez les soldats blancs, et que donc ils ne connaissaient pas la douleur, et donc ils pouvaient être de la bête, de la chair à canon beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'ils étaient aussi vantés d'ailleurs. Ils ont aussi été vantés, et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a là une construction, hein, quand on leur crée des bordels spécifiques. Pour cette population-là, est différent des bordels qui existent dans toutes les armées pour les populations dites neutres, je sais pas, ce fameux homme qui est inexistant, hein, blanche, on va dire. Voilà, il y a déjà là quelque chose qui je ne vais pas dire préfigure les tournantes, ou en tout cas le phénomène dont on parlait, mais néanmoins, on construit une catégorie tout au long du 19e et certainement dans le 20e siècle. On l'a vu avec les événements de Cologne, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de viol. C'est là où on doit toujours faire attention, hein, parce qu'on marche... On va revenir quand on parle des événements de Cologne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violences sexuelles et qu'elles sont bien présentes, mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est de comment les analyser et de les étudier également. Et je pense que... Je pense que c'est très intéressant le fait que vous ayez lié, et c'est vrai que ça mérite d'être lié, cette médiatisation des tournantes et cette médiatisation de la figure idéale et fortement érotisée de la beurette. Parce que ces deux font en réalité partie d'un seul et même système, et certaines théories en psychologie sociale et en sciences sociales permettent de les expliquer. Par exemple, la théorie qui n'est pas très populaire dans les pays francophones, mais qui a tout de même un certain écho dans les pays de langue anglaise, qui s'appelle la Social Dominance Theory, la théorie de la dominance sociale. Et selon cette théorie, le patriarcat fonctionne avec, d'une certaine manière, deux tendances. Patriarcat, sous-entendu, en l'espèce, le patriarcat blanc, c'est-à-dire le patriarcat qui est produit pour soutenir la population qui fait partie de la masculinité hégémonique. Ceux qui possèdent le plus de pouvoir et ceux qui possèdent le plus de richesse. Et dans nos sociétés, ce sont les Blancs. Ça fonctionne donc en deux temps. D'une part, il y a la délégitimation, la criminalisation et la tentative d'extermination des masculinités concurrentes. Et d'autre part, la tentative d'appropriation des femmes issues des groupes dominés. On a ce double jeu qui fonctionne dans le patriarcat ici. Souvent, on considère que les racisés font partie d'une espèce de bloc indifférencié qui sont un groupe d'ennemis. Mais en réalité, c'est différencié. Ce racisme ici fonctionne différemment contre les femmes et contre les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il soit particulièrement doux pour les uns, avec une certaine mansuétude pour les autres, mais ça veut dire que les objectifs du patriarcat, et ça permet aussi de réinvestir ce concept de patriarcat ici, ne s'appliquent pas de la même manière à tout le monde. Et il est vrai qu'il y a des tentatives, à travers, par exemple, cette figure de la beurette, des tentatives, disons, de faire sienne un certain nombre de femmes qui, là aussi, a des racines coloniales, qui a aussi une histoire
dans les bordels, qui est aussi une histoire dans les viols coloniaux et plus généralement dans ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est-à-dire les représentations fantasmées d'un Orient considéré comme un réservoir infini de volupté, et notamment de volupté vénérienne, c'est-à-dire sexuelle. Et d'autre part, des hommes qui sont considérés comme des êtres inquiétants, parfois aussi désirables, mais dans tous les cas, il y a une part d'animalité. Jamais, en tout cas, qui n'ont la bonne masculinité, c'est-à-dire soit beaucoup trop virils, soit au contraire, on les accuse de manquer complètement de virilité. Et donc, à un titre ou à un autre, il faudrait s'approprier leurs femmes pour les sauver. Et ça, je crois qu'on retrouve une permanence de ça quand même dans le discours qu'on entend aujourd'hui, dans l'hystérisation du débat public sur les femmes voilées en France. Avec l'idée qu'elles ne pourraient pas être maîtresses de leurs décisions, qu'elles ne pourraient pas le décider librement et qu'elles seraient des victimes d'hommes, donc c'est jamais nommé mais racisés, qui leur imposeraient leur volonté parce que ces hommes seraient particulièrement violents, complètement arriérés, fondamentalistes, etc. Ok, on a fait un détour historique pour aborder ces questions, mais c'est important pour comprendre en fait d'où ça vient tout ça. C'est-à-dire que c'est évidemment que personne n'a décidé qu'il en serait ainsi en réalité. C'est une culture dans laquelle on est et c'est encouragé par du savoir scientifique, c'est encouragé par des lois et puis après on vit avec tout ça. Et je trouve que c'est important de le dire parce que ça permet, là on arrive à un peu plus de la moitié de la discussion et j'aimerais qu'on parle de comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et donc de penser historiquement, de regarder comment sont construites ces catégories, ça permet aussi de répondre à celles et ceux qui vont dire par exemple mais enfin cette histoire coloniale ne me concerne pas, je n'étais pas là, ça n'est pas mon affaire, c'est vrai tout ça existe mais enfin j'y peux rien, moi si mes grands-parents et mes arrière-grands-parents se sont enrichis, pas les miens mais je veux dire, quoi que si, si parce qu'en fait collectivement il faut bien prendre conscience de ça aussi, c'est-à-dire que collectivement si on vit dans des pays riches, parmi les plus riches de la planète, et ben c'est parce que ces richesses, elles ont été prises dans d'autres pays, elles continuent à être prises dans d'autres pays, etc. Bon, il y a des gens qui vont vous dire, qu'est-ce qu'on en a à faire, qu'est-ce qu'on peut faire de cette histoire-là, de cette histoire coloniale, en quoi ça nous concerne encore? Et notamment des personnes blanches qui vont dire ça. Qu'est-ce que vous leur répondez, en général? Bon, je pense que cette histoire, évidemment, nous concerne toutes et nous concerne tous. D'une part, comme vous l'avez souligné, parce que le produit de cette histoire, c'est ce qu'on appelle les rapports Nord-Sud. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la division internationale du travail, et c'est ce qu'on appelle la division du monde entre centre et périphérie. Si les pays riches de notre globe sont dans l'hémisphère nord et si les pays pauvres sont dans le sud, c'est pas un hasard. Si les personnes qui habitent ces pays du Sud sont des personnes dont la peau est foncée, c'est pas un hasard. C'est parce qu'ils ont été produits de rapports coloniaux. C'est parce qu'ils ont été déshumanisés pendant toutes ces époques et que leurs territoires ont été considérés, comme je l'ai dit, comme un vivier de matières premières ou de forces de travail à bas coût. Nous sommes encore dans cette situation et il existe des circonstances ou des répétitions de cette situation à l'intérieur même de nos territoires. C'est-à-dire, on voit bien que la répartition des travaux les plus pénibles est souvent occupée par des personnes qui sont des personnes non blanches. Ça, c'est un fait. La première chose à faire, donc, c'est de se rendre compte de cette situation. C'est de se rendre compte de cette situation. Si on n'a pas envie de faire un petit peu d'histoire et de s'intéresser, disons, à l'histoire de l'esclavage et à l'histoire de la colonisation, très bien, mais intéressons-nous au moins à la division internationale du travail et des richesses. Aujourd'hui, ça existe. Intéressons-nous au moins, aux statistiques que j'ai données avant, c'est-à-dire à la différence des espérances de vie. Ça existe aujourd'hui, ce sont des réalités. Intéressons-nous aussi à la manière dont nous fonctionnons lorsque nous embauchons des gens, au type de biais que nous avons lorsque nous le faisons, lorsque nous discutons, même à l'université, lorsque nous discutons sur l'ouverture d'un nouveau poste, quels sont les nouveaux biais qu'on a, et même lorsqu'on est le mieux intentionné du monde. Lorsqu'on parle par exemple d'égalité ou lorsqu'on parle de pluralisme et de pluralité, de diversité à l'intérieur de nos organisations, de nos entreprises, comment est-ce qu'on pose la question? Souvent nous sommes dans des situations et on ne se rend pas compte où les femmes blanches qui sont là, évidemment,
lutte pour l'égalité, mais ce dont on ne se rend pas compte lorsqu'on pose ces questions de la diversité, parfois, c'est que les personnes racisées, elles ne sont pas dans la démarche pour l'égalité, elles sont carrément dans la démarche pour l'existence. Parce que souvent, ce sont des salles dans lesquelles il n'y a personne qui n'est pas blanc, alors qu'il y a des personnes ici qui travaillent, qui ont des diplômes et qu'on ne considère jamais. Ça, ce sont des biais, des choses que nous faisons. Ce sont des choses que ces personnes conçoivent. Donc, il y a une manière, même lorsqu'on pose la question de la diversité, et même quand on essaye d'adresser ces problèmes, dont nous avons des biais où certaines personnes ne sont simplement pas visibles. C'est vrai pour les femmes non blanches, mais c'est vrai aussi pour les hommes non blancs. Pour les hommes non blancs, parfois, on ne les considère même pas comme faisant partie de la diversité parce que ce sont des hommes et on ne se rend pas compte que ce sont les personnes qui ont le plus bas taux de mobilité sociale dans nos sociétés. Et ça, ce sont des problèmes, il faut voir ces situations-là. Ce sont des choses que les sciences sociales et que les statistiques objectives, elles les rendent vraies. Donc, quand on me dit mais il n'y a rien, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai, il n'y a pas de ça chez nous, je dis mais le problème, c'est que, les données disent le contraire. Et moi, c'est ça qui m'importe. Et elles nous donnent, si vous voulez, les conditions d'action. Donc pour moi, dans ces circonstances-là, être un allié, ça commence déjà par simplement connaître la situation, avoir une connaissance de ça. Et après, à partir du moment où on connaît, on admet, on n'est plus dans cette espèce de résistance et dans cette espèce de refus d'admettre même ces choses-là parce qu'elles remettent en cause un certain narcissisme qu'on a quant à nous-mêmes, quant à notre propre société, quant à notre propre entreprise, quant à notre propre nation à laquelle on se trouve faire partie. Eh bien, c'est déjà un début. S'ouvrir à la vérité. S'ouvrir à la vérité. Donc, la prise de conscience. Déjà, vous avez devancé ma question. Donc, la question restait sur comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, à savoir aussi comment est-ce qu'on peut être des alliés. Ça, c'est un mot aussi qui revient souvent. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'on a dit, OK, on reconnaît tout ça, on reconnaît que, par exemple, je suis un homme, j'ai des privilèges masculins, tout ça pondéré de la situation de domination dans laquelle je me trouve en termes raciaux. Je suis un homme blanc, et oui, j'ai des privilèges. Par exemple, le privilège de me voir représenter très largement au poste de pouvoir. J'ai le privilège d'évoluer dans un espace public où les noms des rues, les noms des places sont des noms de personnes qui ont le même genre et la même couleur de peau que moi. Je vois les statues dans les rues de grands personnages historiques qui me ressemblent aussi, etc., etc. Bon. Et donc, quand on est un homme, et ça on insiste beaucoup dans le podcast, on peut être un allié des femmes et des féministes. On peut, par tout un tas d'actions, d'attitudes, faire en sorte de favoriser et de se battre aussi, et de véritablement s'engager pour une société qui soit plus égalitaire. Même chose quand on est blanc. J'ai un privilège blanc. Je suis blanche. Bien sûr que j'ai un privilège blanc. Le privilège, par exemple, de ne m'être jamais faire poser de questions sur mes origines, par exemple. Jamais de la vie, personne n'a questionné mes origines. Jamais personne ne m'a refusé d'appartement ou d'emploi en raison de mon nom, qui sonne bien français, ni en raison de ma couleur de peau. Ce qui est passionnant dans tout ça, c'est la prise de conscience. Voilà. Il y a 10 ans, c'est des questions qu'on ne se posait pas ou peu. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. En tout cas, de ce que je vois à l'université, je donne un des cours, c'est Histoire du genre, l'autre c'est Histoire des colonisations. On m'a fait remarquer, des étudiants, que j'étais blanche et que je n'étais pas noire et que ça posait un vrai débat, un vrai questionnement. Et donc, j'ai débattu avec les étudiants. Et je crois que c'est des questions essentielles. Il faut regarder cette histoire coloniale en face et se poser ce type de questions. C'est vrai, du coup, j'ai commencé à réfléchir. Dans mon université, il y a peu d'enseignants noirs, très peu. Alors, c'est le hasard. C'est quoi? Il n'y a déjà pas beaucoup de femmes. On est bien d'accord que ce n'est pas le hasard. Donc, avec un service à l'université, on vient de sortir une capsule. Les autorités viennent de sortir une capsule sur les billets qu'on est en train de faire, ou que nous faisons tous, dans les commissions de recrutement. Des biais liés à l'origine ethnique, à la religion, même à l'ULB on se pose ce genre de questions, au genre évidemment, à l'orientation sexuelle. Qu'est-ce qui fait qu'en gros, dans la plupart des comités scientifiques, on est quand même toujours face à des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, etc., etc. Donc cette question-là est une question c'était impossible il y a 20 ou 30 ans de la poser telle qu'elle. Donc il y a quand même là, je crois,
ça bouge, et je crois que c'est intéressant que ça bouge. Maintenant, il ne faut pas non plus s'autoflageller tous et toutes. Voilà, moi, c'est vrai que je suis une femme blanche. J'ai découvert ce que ça signifiait de ne pas me faire arrêter, même si quelquefois je vais donner ma carte d'identité toute fière en disant moi aussi je vais donner ma carte d'identité chez les flics parce que ils sont en train d'arrêter tout le monde. Un jour j'ai tiré une copine, mais il y a 30 ans, non, il y a 40 ans, non 35, qui est en train de faire ça à Paris, et les flics n'étaient pas du tout contents, et j'avais l'impression qu'on avait fait la révolution, la bravoure, on avait osé, on luttait contre Chirac, et on était très fiers. Mais bon, voilà, on ne sait pas ce que c'est, ce stigmate que l'on porte continuellement, il faut le découvrir, et je crois que cette découverte est fondamentale, notamment auprès des plus jeunes aujourd'hui. Donc, vous avez dit que, par exemple, c'est important de prendre conscience des biais, notamment des biais de recrutement. Là, vous avez parlé de l'université, mais je vais vous donner un autre exemple rapide. En fait, ces biais, ils existent partout. Donc, évidemment, c'est intéressant, surtout quand on a des responsabilités, parce que je crois que c'est le cas de plusieurs personnes présentes aujourd'hui. Il est évident que vous n'avez pas le même pouvoir comme allié, si vous êtes un simple étudiant, si vous êtes pauvre, ou si vous êtes responsable politique, ou si vous êtes à la tête d'une entreprise de 10 000 salariés. C'est clair que c'est pas la même chose. Mais en exemple, par exemple, de biais, de comment ça peut influencer le recrutement, il y a un exemple que je trouve extrêmement parlant, c'est celui du recrutement dans les orchestres classiques. A priori, on embauche le meilleur ou la meilleure musicienne. Et les gens qui sont chargés de ce recrutement sont eux-mêmes des musiciens et des musiciennes d'élite, et donc qui sont censés avoir une oreille absolument objective, très fine et très subtile, etc. Ces recrutements, ces auditions pour intégrer les orchestres classiques, ils ont toujours eu lieu à visage découvert pendant longtemps. Aux États-Unis, comme ils s'apercevaient qu'ils embauchaient que des personnes blanches, ils ont décidé de mettre des paravents de façon obligatoire pendant les auditions. Ça veut dire que les personnes dans le jury ne voyaient pas qui jouait. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? D'un coup, le nombre de femmes qui a été embauchées a doublé. Voilà. Et ces gens étaient sincèrement convaincus qu'ils n'avaient pas de biais, qu'ils écoutaient en toute objectivité le son de cette musique, etc. J'aime bien prendre l'exemple de la musique parce qu'on se dit, là, normalement, il n'y a pas de... Bon, et ben même là, voilà. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire quand on doit embaucher des collaborateurs dans les entreprises, partout, à l'université, etc. Donc, voilà, ça, c'est vrai que c'est une bonne étape pour devenir allié. Si vraiment, sincèrement, à un niveau individuel, on a envie d'œuvrer pour plus d'égalité, c'est de questionner ses propres biais, de prendre conscience et donc de se renseigner. Et donc de lire, de regarder des documentaires, de lire des essais et de croire les personnes concernées, d'écouter les témoignages des personnes concernées par tout ça. Oui, c'est très intéressant cette question des biais, parce qu'on voit, et c'est le cas je pense avec la musique, le problème c'est la manière dont un comportement est ramené, ou en l'espèce une production musicale est ramenée à l'individu qui l'incarne. C'est-à-dire que évidemment la personne va entendre la même chose, mais peut-être qu'en voyant que c'est une femme, par exemple, qui joue, elle va dire « Ah, quand même, il y a trop de sentimentalisme là-dedans, juste parce qu'il voit... » Exactement, c'est un toucher plus délicat, exact. etc. Mais oui. Et c'est quelque chose qui a été étudié, par exemple, par des psychologues sociaux en ce qui concerne les réunions dans les entreprises. On voit que et c'était aux États-Unis, lorsque les hommes noirs élèvent la voix, etc., ils sont d'emblée considérés comme menaçants. C'est-à-dire que leur sentiment de colère est souvent exagéré et souvent perçu avec plus d'intensité, pour de mêmes intensités de voix, pour le même type de manière de s'exprimer que les autres catégories démographiques. C'est-à-dire qu'il s'agit de se rendre compte que ces biais-là, ce sont des choses qui ne sont pas forcément liées à la manière dont on considère des choses objectives. C'est-à-dire, il est vrai qu'il faut bien se rendre compte, et ça participe des choses, qu'une personne qui a grandi dans des quartiers pauvres, dans les communes, comme on dit, du croissant pauvre de Bruxelles, n'aura peut-être pas les mêmes diplômes qu'une personne qui vient des lieux les plus favorisés. Mais en même temps, il faut se rendre compte que parfois, quand il y a les mêmes données aussi, on les interprète différemment en fonction de la personne qui les incarne. Donc je pense qu'il y a deux choses. D'une part, essayer de comprendre les obstacles que la personne a dû traverser, et donc essayer d'évaluer, les efforts, le parcours et la subjectivité d'une personne quand on essaie de l'embaucher. Et d'autre part, essayer de se rendre compte qu'on a soi-même une manière de percevoir un corps, une manière de percevoir des attitudes, une manière de percevoir un regard qui va être empreint d'un certain nombre d'attitudes, d'un certain nombre d'idées préconçues
qu'il est bon parfois d'examiner. Ça me rappelle une remarque que faisaient deux invités d'un épisode qu'on a fait sur les masculinités noires. C'était l'écrivain Insa Sané et l'homme de théâtre et musicien Ded Kabal, qui ont tous les deux écrit sur les masculinités noires en France et sur leur expérience propre en tant qu'homme noir, et qui disaient que être noir en France pour eux, être un homme noir en France pour eux, c'était prendre en compte sans arrêt la peur qu'ils inspiraient. C'est très juste. Donc, on peut être des alliés, on peut mettre en place des politiques, chacun à son niveau, quand on a des responsabilités, voilà, qui vont viser à corriger ces biais-là. Et en fait, c'est une question de justice, mais pour reprendre une notion qui vous est très chère et qui est au cœur de votre ouvrage, c'est une question de dignité. Parce que ce que vous dites, si je vous ai bien lu, c'est que la condition, vous travaillez vous spécifiquement sur la condition noire, mais je pense qu'elle peut s'appliquer à l'ensemble des personnes racisées, c'est une condition d'indignité. C'est ça en fait le sort qui leur est réservé. Mais qu'en fait, la façon que, en fait, cette situation-là, elle est aussi indigne pour les personnes en situation de domination. C'est-à-dire que c'est pas digne des êtres humains, en fait, de dominer les autres. Ça tue aussi notre dignité. Moi, ça m'a beaucoup frappé de lire ça dans votre essai, parce que il me semble, c'est ce qu'on défend aussi les féministes, quand on dit qu'en fait, ça ne bénéficie... Bien sûr, d'un certain point de vue, la domination masculine, ça bénéficie à certains hommes, etc. Mais en fait, au fond, en tant qu'être humain, ça ne bénéficie à personne. Il n'est pas digne non plus pour les hommes d'être en situation de domination et de dominer les femmes. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Est-ce que ça peut se rejoindre? Oui, bien sûr. Je réponds très rapidement. Dans mon livre, j'en ai parlé notamment à travers un exemple qui est évidemment anachronique, mais qui est quand même quelque chose dont on peut s'inspirer, qui sont les récits d'esclavage. Et dans un certain nombre de récits d'esclavage qui ont été publiés à Londres au XVIIIe siècle, ces esclaves affranchis expliquent que une des manières dont, une chose importante pour les propriétaires d'esclaves était de se rendre eux-mêmes insensibles. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard, par exemple, dans le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, qui est qu'on ne peut pas se mettre soi-même dans une situation où on domine autrui, dans une situation où on a un pouvoir exagéré sur autrui, sans pouvoir demeurer le même, sans pouvoir demeurer un individu de culture, un individu, raffiné, un individu... Il y a une certaine insensibilité qui se crée, qui a des conséquences, et qui fait de soi-même, lorsqu'on s'habitue à tolérer la violence qu'on fait subir aux autres, ou lorsqu'on s'habitue à se tolérer soi-même dans cette situation où, on est dans une situation de répression, une situation de harcèlement, par exemple, où on se prend à se tolérer soi-même en harcelant autrui, eh bien, on se transforme soi-même et on devient, un individu qui reçoit certainement des bénéfices matériels de cela, mais qui, du point de vue de la subjectivité, devient une personne haïssable. Et je pense que ça cause, et d'ailleurs ça aussi, c'est quelque chose qui est, objectivé en psychologie et dans les sciences sociales, on souffre soi-même, après coup, de souffrances psychiques intenses. On n'est pas indemne du mal qu'on fait subir à autrui. Et ça, c'est encore une autre conversation qu'il faudrait avoir. Et on n'est pas forcément prêt à l'avoir d'une part et d'autre, parce que, on n'a pas forcément envie de victimiser les oppresseurs, de considérer que des types qui harcèlent, des types qui violentent, au final, ça leur nuit aussi, etc. Politiquement, c'est pas toujours la bonne stratégie, mais je pense que, comme je disais avant, il faut pas avoir peur de la vérité. Ça fait partie des c'est peut-être pas partie des actions politiques immédiates, mais ça fait partie des conversations qu'on doit avoir. Et je suis complètement d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi là-dessus, mais effectivement, c'est quelque chose. Là, je lisais un compte-rendu des violences, du Grenelle des violences contre les violences qui a eu lieu en France. Un truc très frappant, et ça aussi, c'est une histoire de politique publique, c'est qu'il n'y a pas de politiques publiques qui sont pensées pour les auteurs de violences, en fait.
C'est-à-dire que, comme s'il y avait... En fait, il y a tellement peu d'argent pour combattre ces violences-là qu'évidemment, il faut que ce budget aille d'abord aux maisons des femmes, il faut d'abord qu'elles aillent aux associations de victimes, etc. Mais ça ne résout pas du tout la question de la récidive et de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces hommes violents, en fait. Il va bien falloir s'en occuper. Surtout, juste un tout petit mot. Ce qu'on oublie souvent, c'est que, et ça, on le sait intellectuellement, mais on ne le sait pas pratiquement, très souvent, les personnes qui, font subir des violences à autrui sont des personnes qui eux-mêmes ont subi des traumatismes. Et donc c'est pour ça que c'est important. C'est comme ça que la violence se reproduit également. Et je dis pas ça, pour faire du sentimentalisme, mais parfois, et notamment dans les populations non blanches, beaucoup de personnes qui font subir des violences à autrui, beaucoup de personnes qui sont violentes, sont eux-mêmes, parce que dans des situations de pauvreté, dans des situations de discrimination, dans des situations de personnes qui viennent parfois de pays du tiers-monde, qui ont subi des choses terribles dans leur jeunesse, ce sont des personnes qui vivent des traumas, ce sont des personnes qui ont vécu des expériences de grande précarité dans leur jeunesse. Et évidemment, ce sont des personnes qui ont tendance, ça on le sait très bien, que les personnes qui ont été traumatisées dans leur jeunesse ont tendance à reproduire des violences et à devenir des personnes violentes à leur tour. Et donc, ça, pour empêcher le cycle de la violence de se reproduire, c'est important de prendre ça en compte. C'est-à-dire, là, de ne pas être dans une logique purement et simplement carcérale, mais voilà, il faut une attention à tout le monde. C'est-à-dire, et quand je dis pas dans une logique carcérale, c'est-à-dire qu'on peut être dans une logique évidemment de répression dans une certaine mesure, mais pas dans une logique de vengeance et pas dans une logique de criminalisation des individus. Parce que parfois, cette criminalisation, tout simplement, reproduit une criminalisation historique qui était la criminalisation du groupe racisé. Merci. Oui, juste quand même rappeler que c'est aussi un système quand même. Et il ne faut pas l'oublier, ce système. On porte tous des stigmates liés à plein de choses. Voilà, je crois qu'il y a toujours l'excuse ou la compréhension sont toujours des choses importantes. Mais je crois que on parle aussi de ces associations d'hommes violents et il existe des associations, elles ne sont pas assez soutenues. Hein, c'est pas des associations au sens où ils ne se constituent pas en association, mais qui Non, mais ici, visent... en Belgique, il y a des associations de prise de parole d'hommes, de soutien aux hommes violents, de compréhension, de voir avec eux comment faire. Mais je veux bien revenir au patriarcat quand même. Si on en arrive là, c'est aussi parce qu'ils sont éduqués d'une certaine manière à ça. Et là, tous, d'une certaine manière, on peut discuter là, des différentes masculinités, mais la violence, dès l'école, ça s'apprend. C'est pas anodin. Une femme sur deux qui tombe sous les coups de son mari en France aujourd'hui, c'est pas... Une femme tous les 2 jours. Une femme tous les 2 jours, excuse-moi. C'est ce qui est déjà... Non, mais... beaucoup trop, mais ce qui est sûr, c'est que... C'est pas anodin. Évidemment, et c'est pourquoi on a tenu à rappeler... Et là, il n'y a pas le not in my name, pas en mon nom. On aimerait quelquefois l'entendre aussi, je crois, chez pas mal de féministes. De la part d'hommes. De la part d'hommes, parce que voilà, un homme qui viole, un homme qui tue une femme parce que femme, parce que c'est bien de ça dont on parle, je crois qu'il y a aussi cette idée de déni de solidarité, quoi. Enfin, je veux dire, en viol, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui s'apprend aussi relativement jeune. C'est une construction également. Et donc, à un moment donné, on aimerait bien aussi, je crois que c'est Virginie Despentes qui disait ils sont quand même lents à prendre en compte la masculinité, heureusement pas tous, hein, mais ils sont quand même lents à y aller. Elle écrit aussi, ça je l'ai, dans nos sociétés, femme ne signifie qu'une infériorité en moins. J'ai l'impression de me faire toujours avoir quand je revendique cette catégorie-là, dit-elle dans une interview récente. Si les hommes ne sont toujours pas en jupe, c'est bien le signe qu'on est des merdes. Et donc, bon, ça c'est Virginie évidemment, mais elle demande quand même aussi aux hommes cette solidarité, je veux dire, mettez des jupes, bordel. Enfin, je veux dire, assumez si vous voulez être solidaire, symboliquement évidemment, mais si vous voulez être solidaire, j'aurais dû venir on attend que ça, donc... Donc ça, c'est la longue question de comment être des alliés des féministes et des personnes racisées, etc., qu'on a juste esquissé. Et je crois qu'il est l'heure de passer aux questions. Et donc, je voudrais d'abord qu'on vous applaudisse tous les deux pour vos interventions et pour vos analyses. Merci beaucoup. Donc la première question porte sur cette étude faite par UPenn et l'INED sur pourquoi est-ce que les hommes racisés en France
ont 1,7 fois plus de chances de mourir avant l'âge de 45 ans que les autres. Est-ce que vous pouvez juste détailler les résultats de cette étude-là ? L'étude ne décrit pas des causes. Elle se contente d'objectiver une situation. En ce qui concerne les causes, parce que ce n'est pas le rôle des démographes de donner des causes pour ce genre de situation, pour comprendre les raisons de cela, il faut s'intéresser à d'autres choses. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de la question des prisons, c'est pour ça que j'ai parlé de la question, par exemple, des contrôles policiers. Je pense que l'un des éléments qui participe de cela, c'est la surexposition à une violence qui est la violence de l'État, le fait d'être ciblé et le fait de traditionnellement faire partie d'une population criminalisée. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres raisons. Je pense qu'il y a, les conduites à risque qui participent de l'appartenance à un prolétariat ou un sous-prolétariat dans lequel, disons, il y a une certaine, un ensemble de conduites à risque qui passent de la participation à des vies de gang, la consommation de substances stupéfiantes, également des discriminations qui sont importantes, qu'il faut prendre en compte dans le cadre de l'accès aux soins, qui sont très importantes. Ça, déjà, dans les années 60, Frantz Fanon en parlait, et on en voit encore des exemples aujourd'hui. J'ai lu des articles là-dessus aujourd'hui. Ce que Fanon appelait, il l'appelait, mais ça faisait partie de la culture orale médicale, le syndrome nord-africain. Le syndrome méditerranéen. Ouais, aujourd'hui, c'est devenu le syndrome méditerranéen. Évidemment, ce côté syndrome nord-africain faisait partie de la culture coloniale française de l'époque, dans les années 50. C'est le premier texte que Fanon a fait paraître dans la revue Esprit à l'époque, en 50 ou 51. Et déjà à l'époque, il disait que les médecins doutent de la réalité des symptômes des malades sud-africains, des malades nord-africains qui viennent chez eux. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas au sérieux. Parce on dit que ce sont des affabulateurs. Ils sont accusés d'exagérer. Ils sont accusés d'exagérer leurs mots. Et ça peut causer des situations de mots qui sont non traités. Et ça, c'est valable également pour les femmes. On se connaît les violences obstétriques, ce genre de situations, qui sont également très importantes en ce qui concerne la question de la race. Voilà, on a tout ce type de choses. Et on peut aussi parler de l'accès au logement, de l'accès à l'emploi, des taux de chômage. Tout ça. Une autre chose qui est objectivée par des chiffres, c'est le travail de nuit. Les 2/3 des travailleurs de nuit, ce sont des hommes, et on sait que travailler de nuit pendant plus de 6 ans, ça réduit l'espérance de vie de 9 ans. Et donc on a un tas de choses comme ça qui font que l'expérience, et on sait aussi que les personnes qui travaillent de nuit, ce sont notamment des personnes non blanches. Tout ça, ce sont des choses qui contribuent, tout un faisceau de choses. C'est-à-dire, il faut bien avoir en tête et essayer de compiler beaucoup d'éléments pour bien se rendre compte qu'il y a plein de choses qui écourtent la vie des personnes racisées, des minorités en général. Merci beaucoup. Oui, j'allais juste rajouter que, par exemple, un autre exemple de ça pour les femmes, le fait que les symptômes ne soient pas pris au sérieux ou que les femmes soient souvent soupçonnées d'exagérer. Pareil, c'est pas une malveillance de la part des médecins, en fait. On est complètement en dehors de la question de est-ce qu'il y a des méchants ou des gentils. Mais par exemple, c'est ce qui explique que l'endométriose soit une maladie qui concerne quand même une femme sur 10 en âge de procréer dans le monde. Et c'est une maladie extrêmement douloureuse qui peut être invalidante et qui a un retard de diagnostic d'environ en moyenne de 8 ans. Voilà, il faut 8 ans pour avoir un diagnostic d'endométriose. Voilà. Et souvent, ce que les femmes entendent, c'est « mais non, vous avez mal pendant vos règles, c'est normal. » Voilà, vous avez mal, c'est normal, c'est comme ça, vous exagérez. Bon. Voilà, ça c'est un autre exemple. Oui. Je suis cofondateur d'une association qui s'appelle TransKids, qui est une association qui vient en aide aux enfants transgenres et à leurs parents. Donc, une autre catégorie de personnes qui subissent des oppressions, voilà, et qui subissent aussi la masculinité dans la manière dont vous l'avez décrite. Lorsque le débat ici me touche évidemment beaucoup, il y a plusieurs mandataires politiques dans cette salle, et la question que j'avais envie de vous poser à vous, c'est que je suis toujours étonné, j'ai l'impression qu'en fait cette société multiculturelle ou non-genrée, d'ailleurs c'est amusant qu'on dise multiculturelle et non-genrée, on pourrait dire non culturelle et multigenrée, enfin les mots n'arrivent jamais par hasard, je crois, mais cette société, en fait, on voit que les choses avancent, on voit aussi que la société se polarise de plus en plus, donc pendant que des personnes progressistes ou des mouvements progressistes sont en œuvre, malheureusement, on voit aussi des reculs dans différents endroits qui sont navrants, mais qui sont là aussi, donc des crises identitaires, par exemple, etc. Et
J'ai l'impression que c'est un débat qui s'articule en creux, c'est-à-dire on n'a pas parlé, par exemple, des actrices ou des acteurs racisés dans le monde du théâtre ou du cinéma. On n'a pas parlé de l'usage de l'espace public par des personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres blancs, hein, qui est aussi particulier puisqu'il est conçu par eux. Qu'est-ce qui empêche en fait une société de proclamer l'existence d'un modèle inclusif? Parce qu'en fait, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Il n'y a pas de revendication ou il n'y a pas de proclamation d'une société inclusive. Alors, on doit se battre, par exemple, contre des jours fériés qui appartiennent tous à une religion et pas à d'autres. On doit se battre contre la représentation de grandes statues équestres de pères de la nation ici en Belgique qui sont de très grands oppresseurs et peut-être même des génocidaires. Et c'est étonnant qu'en fait le monde politique ne prenne pas le relais pour arriver à cette proclamation réelle d'une société vraiment inclusive. Qu'est-ce qui l'en empêche d'après vous ? Je m'appelle Laura, je suis comédienne. C'est marrant que monsieur parle du théâtre. Et je suis aussi à la plateforme Égalité des chances à Jette. Je suis pour l'instant sur une écriture sur le burn-out parental et je me pose vraiment la question, en fait, quel est l'impact du patriarcat sur le burn-out parental. C'est-à-dire que là, vous avez posé les belles bases du fait que toutes les lois sont là pour qu'on s'émancipe. Nous devons encore nous attaquer à notre éducation. Et nous savons que cette éducation, la société, a un énorme impact évidemment sur plusieurs maladies, les burn-out, dont le burn-out parental. Et pour l'instant, je fais beaucoup de recherches et j'entends beaucoup d'explications psychologiques, surtout sur le fait d'aller vers le parfait. Mais ça m'embête très très fort ce parfait parce que je me demande d'où il vient. Et donc quand je vous entends, je me demande, tiens, quel est l'impact du coup du patriarcat sur tout ça ? Donc la première question et intervention, c'était sur, en gros, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de proclamation des politiques pour une société véritablement inclusive ? Parce que, en fait, il me semble que c'est tout l'enjeu de ces combats, en fait, aussi de la société civile, etc. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de proclamer, en fait. Ensuite, il faut mettre en place des politiques véritablement inclusives. Vous avez souligné... On avait 1 heure là, donc on ne pouvait pas passer en revue absolument tous les domaines qui sont concernés, mais vous avez souligné que l'espace public, il est fabriqué par et pour des hommes blancs cis valides, par exemple. Mais oui, ça c'est quelque chose de très important. Et il ne suffit pas de proclamer qu'on veut que l'espace soit inclusif. Ensuite, il faut se demander véritablement comment est-ce qu'on met ça en place. Et ça se passe à un niveau très local. Donc... je pense à un épisode qu'on avait fait avec le géographe Yves Rebaud qui s'appelait Les villes viriles, où il démontrait comment la ville est faite par et pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et oui, il y a des parallèles à faire avec le fait que ce soit fait par des personnes valides aussi. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes là qui sont en situation de handicap, des militants et des militantes qui disent qu'en fait, si l'espace était véritablement inclusif, mais il n'y aurait même pas de catégorie de personnes handicapées en réalité, parce qu'il n'y aurait pas de situation de handicap. En fait, si tout était véritablement accessible et inclusif, etc. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi comment l'espace public contribue à façonner des catégories. Et le même, et je m'arrête là ensuite pour cet exemple-là, mais le même Yves Rebaud a par exemple démontré un chiffre qui me paraît important de rappeler dans un lieu de pouvoir politique local, qui est qu'en France, mais j'ai vu des chiffres similaires pour d'autres pays, les 3/4 du budget municipal consacré aux loisirs des jeunes, en fait, ça sert à des loisirs masculins. Parce que pareil, on ne regarde pas la situation avec des lunettes genrées. Donc on va construire des terrains de basket, des terrains de foot, des skateparks, etc. Et puis à la fin, ils vont être utilisés que par des garçons. Et résultat, les filles, elles n'ont pas d'argent pour les loisirs. Soit parce qu'elles sont exclues des espaces publics masculins, soit parce que ce qui est considéré comme des loisirs féminins ne sont pas considérés comme des loisirs sérieux. Lui citait l'exemple, par exemple, des majorettes ou des poneys ou de la danse, etc. Donc oui, il y a un des outils très utiles pour les politiques publiques, notamment locales, c'est ce qu'on appelle les budgets genrés. Et j'ai vu qu'en Belgique, il y avait un guide fédéral pour mettre en place les budgets genrés. Et ça ne veut pas dire rajouter une case pour l'égalité homme-femme de façon abstraite, mais ça veut dire évaluer toutes les politiques locales qui sont menées avec les lunettes du genre. J'ai pas vu la même chose pour la race, par contre. Mais aux États-Unis, ça se fait dans certaines villes. Voilà. Et donc, c'est possible de le faire, voilà, pour le genre, de se demander vraiment, ok, à qui bénéficient ces politiques ? Qui est-ce qu'on favorise en fait en menant tel ou tel type de politique ?
Voilà, bon, c'est un peu décousu, mais je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais il me semble qu'en tout cas, on ne peut pas répondre par une proclamation, quoi. La politique, c'est quand même toujours le résultat de conflits entre la société civile, des associations, les personnes qu'on élit, etc. Et donc, c'est pas paisible, quoi. C'est toujours le résultat de négociations, de rapports de force, de conflits. Et peut-être que là, oui, on voit arriver... peut-être que là, le rapport de force est en train de se faire de manière positive pour les groupes qui ont été historiquement dominés. Peut-être. Ça, j'en sais rien. Oui, juste dire un mot, même si c'était pas l'objet de la question, sur la question des personnes trans racisées, puisque, en tout cas, les travaux qu'on fait, avec quelques autres sur la question des masculinités non blanches concernent aussi évidemment cette question-là, et surtout la manière dont on l'aborde, c'est-à-dire à travers la question des conditions et de la durée de la vie. Vous avez remarqué que c'était un sujet un petit peu obsessionnel dans ce que j'ai dit, mais parce que je considère que c'est un marqueur important pour la question du racisme, c'est-à-dire non pas le cliché qu'on dit parfois, mais les hommes meurent plus tôt, etc. Je parle vraiment de la surmortalité, c'est-à-dire le fait de mourir significativement plus jeune que les autres. Et dans ce cadre-là, les personnes transracisées sont des personnes qui ont une durée de vie excessivement faible. Et c'est véritablement un grand enjeu. Et je pense que ça se connecte véritablement avec l'enjeu des masculinités non blanches. Car très souvent, ce sont des personnes qui subissent à la fois, bien entendu, la transphobie, mais également les relents de ces... déshumanisation, de ces criminalisations et de cette bestialisation de la masculinité, des masculinités non blanches. Et ça fait d'eux des personnes qui sont dans certaines conditions des cibles et des personnes qui subissent des assassinats à des taux sidérants, et aussi des dénis de soins et un tas d'autres problèmes, notamment dans les prisons. Et donc ça fait aussi partie des questions qui sont importantes de poser, qui peuvent être posées à travers ce prisme de l'étude des masculinités non blanches. La deuxième question concernait le burn-out parental, mais maternel en fait, j'imagine. Ouais. Pour revenir 2 secondes à la première, il y a aussi les travaux de Marie-Léne Libert, une chercheuse suisse de Genève, qui sont fascinants sur les femmes et villes, genre et villes, sur les constructions justement, mais tu as tout dit, ou à peu près, donc voilà. Sur le burn-out parental, moi je trouve que le mot est déjà fascinant, enfin le mot parent qui quelquefois on pousse évidemment, et c'est important quelquefois quand j'ai des étudiantes même qui se présentent comme parentes et pas comme mères, je trouve ça déjà extrêmement intéressant. Néanmoins, le burn-out maternel, on en parle moins, et on voit à quel point... tout porter, parce qu'on demande aux femmes maintenant, et elles ne le font pas, mais on leur demande d'être parfaites, d'être des mères parfaites, des travailleuses parfaites, de faire carrière, de faire des études, de répondre à cela, en sachant qu'aujourd'hui, alors là plus aussi, la troisième journée, d'être ce que Virginie Despentes appelle convenable sur le marché de la bonne meuf, c'est-à-dire la troisième journée, à savoir d'être de vraies femmes dans les canons de la féminité, c'est ce qui implique prendre soin de son apparence physique, du corps, de la séduction, etc. Donc, voilà, ça fait beaucoup pour une seule femme d'une certaine manière, et c'est vrai que je suis persuadé que la composante genrée est fondamentale dans le burn-out dit parental, et qu'elle craque à un moment donné, mais qu'on ne peuvent pas craquer, parce qu'elles doivent être parfaites. Et surtout que ce craquage est interprété en termes psychologiques et pas en termes politiques. Et ni social, ni économique, alors qu'il est, à mon avis, il est là, il est fondamental. Et tant que là, il n'y aura pas en soutien aussi à ces mères et ces pères d'une certaine manière. Enfin, on y revient toujours. On parle de parents, mais en fait, les pères on parle rarement de pères au bord du burn-out pour des raisons paternelles et d'enfants à la maison. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment soutenir les mères, les jeunes mères, parce que c'est là qu'elles le ramassent. Et on le voit, enfin moi je le vois autour de moi avec des amis, des collègues, c'est vraiment là où il y a le craquage complet, quoi. Et c'est le craquage aussi avec toutes les injonctions qui leur sont faites continuellement par nos sociétés. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'injonction sur l'homme, ou sur les hommes d'ailleurs, évidemment. C'est d'autres types d'injonctions, elles existent aussi. Mais les femmes doivent être conscientes de ces injonctions pour pouvoir aussi mieux les transgresser quelquefois. Et il me semble aussi que c'est une question de politique publique. Parce que
y a une politique publique qui est évidente à mener et à mettre en œuvre, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà des centaines de milliers de gens dans la rue pour le réclamer, en fait. C'est pourquoi il n'y a pas de congé paternité obligatoire. Pourquoi il n'y a pas de congé pour le second parent, en fait, obligatoire. Mais Ça, obligatoire. Évidemment, alors je précise obligatoire parce que des expériences ont été menées dans d'autres pays où, en fait, s'il n'est pas obligatoire, en fait, les hommes ne le prennent pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça s'explique aussi par des raisons de si vous êtes en situation d'emploi et qu'aucun homme autour de vous ne prend ce congé parental, eh bien, vous ne le prenez pas non plus parce que vous serez considéré comme un mauvais travailleur, etc., etc. Donc il faut un congé pour le second parent qui soit obligatoire et d'une durée égale à celui du congé maternité. C'est ce que réclament énormément d'associations féministes. Oui, mais je crois qu'il y a ça, il faut des crèches, il y a aussi des femmes, ensuite, en femmes politique, seules, il y a des femmes en couple. Et puis ensuite, en politique voilà. locale, même à mener, il y a la question de la garde des enfants. Il y a eu une discussion il y a quelques jours à Genève entre le philosophe Paul B. Preciado et l'essayiste et écrivaine Virginie Despentes. Et en fait, cette question-là des enfants, ça revient sans arrêt là-dessus, parce qu'évidemment, c'est un facteur d'inégalité immense. Et elle disait, après, elle est écrivaine et essayiste, etc. Donc, elle imagine des tas de futurs possibles et tout. Mais elle disait, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas créé d'endroit ? Comment ça se fait d'abord que les modes de garde soient si peu développés, qu'on fasse comme si c'était une question individuelle et privée, qu'on fasse comme si c'était une question que chaque famille devait régler au cas par cas, alors qu'en fait, c'est une situation qui est collective en réalité. Et qui est aussi le résultat de lois et d'un système qui considère que les enfants appartiennent à leurs parents, etc., qui a créé la famille nucléaire. Bon, ça nous emmènerait qui n'est loin. pas si simple à régler, parce que l'idée, évidemment, serait facile. Les néo-féministes l'ont déjà fait. La plupart, à l'époque même des congrès féministes, des débats militants, etc., il y avait des crèches. Et les femmes, les féministes, les militantes venaient avec leurs enfants. Ça a été quand même... Et je crois que c'est peut-être un des aspects les plus révolutionnaires d'ailleurs du néo-féminisme, c'est de pouvoir venir avec son enfant à ce type de débat. Et je sais qu'il n'y a pas longtemps, dans un groupe de recherche Strige, qui est une structure qui touche aux questions de genre, de sexualité à l'ULB, on prenait un samedi ou une soirée et on s'est dit... On y a pensé. Déjà que c'était pas spécialement simple, parce qu'une fois que les enfants sont grands, on pense différemment. Ça aussi, je me rends compte que l'âge n'est pas inintéressant. Voilà, de jeunes femmes ont dit oui, on a des enfants, on peut pas venir. Et alors on s'est dit on va créer une crèche pendant l'activité, pendant l'école doctorale et tout. Ça va aller. On est aussi de grands révolutionnaires. Voilà. Et ben, ça marche pas du tout parce qu'en fait, d'abord c'est difficile à créer. C'est pas si simple des structures pareilles rapidement. Il faut y penser. Comment on peut les gérer très vite. Et puis, en fait, les jeunes femmes n'apportent pas leur enfant. Pour plein de questions, il est trop petit, il est un peu plus grand. Oui, mais il va dormir. Oui, mais quand même, je vais l'apporter là. Oui, mais... Et en fait, il n'y avait personne. Alors que c'est des personnes conscientisées, militants dans le domaine. Oui, donc c'est pas si simple. Hein, Non, bien sûr, mais quand je disais des politiques publiques de garde d'enfants, c'est aussi, en fait, il y a par exemple un manque chronique de places en crèche, par exemple. C'est évident. Voilà. Et puis, plus largement, de toute façon... C'est pas anodin. C'est fait exprès aussi. Si tu veux une démographie galopante, et en France, c'est quand même aussi ce qu'on veut, autant ne pas avoir quelquefois... Enfin, tout ça est pensé aussi. Tu peux aussi... Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, des situations individuelles qui ont l'air juste d'être d'un problème individuel de OK, comment je fais garder mon gamin, etc. Et aussi, je craque parce que je ne peux plus faire garder mon gamin, parce que je suis au bord de l'épuisement, parce qu'on me demande de travailler 40 heures par semaine et de garder 7 enfants et de m'en occuper bien, etc. Et donc, je vais craquer. En fait, oui, ces conditions-là qui sont ensuite analysées sous un prisme individualisant et personnel, et ben oui, c'est le résultat de décisions politiques et de politiques publiques qui sont menées ou qui ne sont pas menées dans un sens ou dans l'autre. Et là, on va beaucoup plus loin, mais ça montre bien aussi pourquoi ces questionnements féministes et ces questionnements sur la race, etc. Mais en fait, ça pousse à remettre le monde entier en question. C'est-à-dire, c'est aussi remettre en question la place du travail dans notre société. Qu'est-ce qu'on considère être comme du travail ou pas ? Pourquoi est-ce qu'on a fixé cette durée obligatoire de travail ? Est-ce que c'est vraiment possible d'élever des enfants et d'avoir cette durée-là de travail, etc. etc. Voilà. Oui, bonjour. Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est au-delà des alliés, comment est-ce qu'on peut faire pour toucher les dominants eux-mêmes ? Enfin, je regardais la salle tout à l'heure, c'est assez caricatural. Pourtant, on avait dit qu'aujourd'hui, on parlait de masculinité, et je crois que le titre était relativement explicite. Je ne sais pas, ils ont peut-être eu peur de la table ou du podcast. Mais c'est une question qui se pose d'ailleurs très très largement dès qu'on aborde des questions féministes. Alors
j'ai une petite idée, c'est peut-être un truc qu'on pourrait utiliser, mais j'imagine que vous en avez d'autres. Le petit truc, c'est que systématiquement, quand on annonce une réunion non mixte, il y a plein d'hommes qui protestent pour dire c'est honteux et on veut venir. Alors, l'idée serait peut-être d'annoncer qu'une réunion est non mixte, et puis quand les hommes protestent, de leur dire bon, on va faire une exception pour vous. Alors peut-être qu'ils viendront. Alors ça, c'est un truc, mais il y a peut-être d'autres manières quand même, parce que je crois que c'est vraiment très important d'éviter de sensibiliser uniquement des personnes qui le sont déjà, et c'est ça le risque. Je me questionne pas mal par rapport au morcellement des mouvements et des revendications, c'est-à-dire que et le rapport avec le passage à l'action. Je m'explique. Ici aujourd'hui, on voit que on essaye de parler et on parle de race et de genre, et qu'il y a déjà des choses qui se recouvrent, mais aussi des choses qui sont complètement différentes. Et donc, si on ajoute à ça les afroféministes, les minorités sexuelles, LGBTQI+, etc., en fait, je me rends compte que plus je comprends les mécanismes qu'il y a derrière tout ça, moins je sais comment passer à l'action. Et c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, il faut penser à rassembler différents de ces mouvements dans un truc plus global, du genre le front contre le patriarcat ou que sais-je, et dans ce cas-là, quelles seraient les valeurs communes qui pourraient faire la base de ce mouvement? Ou alors est-ce qu'on continue à se battre un peu chacun dans notre coin et du coup, effectivement, à prêcher beaucoup des convaincus? Voilà, bonne chance. Je vais commencer par la dernière question, parce que c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé vraiment récemment, notamment en France à l'invitation de l'UJFP, de l'Union juive française pour la paix, et encore aussi à Montréal à l'invitation d'Alternative et de notre structure antiraciste là-bas. Et c'est effectivement un constat qu'on fait, mais je m'en félicite en partie de cette, je dirais, de ce ciblage. On pourrait appeler ça une espèce de ciblage, parce que c'est vrai que notamment dans le mouvement antiraciste, on voit que, notamment à l'intérieur même des mouvements antiracistes, la notion de racisme perd de sa centralité. On va plus parler d'antisémitisme, de négrophobie, d'islamophobie, de homophobie, etc. On a plus de ciblage. Effectivement, certaines personnes s'en alarment. Certaines personnes disent « c'est bien dommage ». Mais le problème, c'est que, faisant ça, on comprend beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas avant. On comprend les spécificités des mécanismes historiques de chacune de ces oppressions. On comprend comment ça marche. On comprend que c'est pas exactement la même chose. Lorsqu'on parlait de racisme et qu'on voulait que tout le monde soit logé à la même enseigne, il y avait plein de choses qu'on remarquait pas. On remarquait pas les stéréotypes particuliers qui étaient adressés aux personnes noires, aux femmes noires d'une part, aux hommes noirs d'autre part. On voyait pas quelle est la situation objective sociale des Juifs aujourd'hui. Que c'est pas la même chose que pendant la Seconde Guerre mondiale et que c'est pas non plus la même chose que ce qui s'est passé au siècle précédent. On se rend pas compte de la manière dont la société a changé, dont les choses se sont transformées. Pour moi, c'est très important d'avoir cette attention-là, cette attention aux réalités matérielles de la situation, au niveau de pauvreté, au niveau, de taux de mortalité des différentes populations. C'est de la connaissance. Parce que le problème, quand on dit quand est-ce qu'on s'unit, etc., c'est pas une mauvaise chose, mais il faut que ce soit fait sur la base d'une connaissance des situations et non pas, comme ça a été souvent le cas dans les mouvements antiracistes. Je vais pas m'avancer sur le mouvement féministe, mais je pense que dans une grande partie, ça a été également le cas, en tout cas lorsqu'elle parlait de la question raciale. Je parle de mon côté. Souvent, ça a été fait sur la base de méconnaissance. Ça ne peut plus durer, ça. Ça ne peut plus durer. Lorsqu'on parle de négrophobie, d'islamophobie, etc., on veut que les mécanismes particuliers et les expériences des personnes qui subissent les conséquences négatives de ces mécanismes soient connues. Et c'est seulement ça, la condition de possibilité de véritable alliance. On ne veut plus d'alliance, je parle là dans un cadre militant, dans le cadre d'organisation politique, on ne veut plus d'alliance qui soit faite sous la condition de méconnaissance. C'est-à-dire, je veux bien m'allier avec toi, mais je ne veux pas que tu parles de la négrophobie, c'est trop spécifique. Je ne veux pas m'allier avec toi, je ne veux pas que tu parles de la condition des femmes noires ou des femmes arabes, c'est trop particulier. Non, il n'y a d'alliance possible que si on comprend ce que sont les autres personnes. Et c'est ça aussi le fait des alliances. Une alliance ne peut pas se faire sur la méconnaissance, elle ne peut pas se faire sur la base de l'ignorance, elle ne peut pas se faire sur la base du mépris, des expériences et surtout de la vie, de l'existence matérielle, des ressources d'autrui. Donc c'est ça notre enjeu maintenant. C'est-à-dire que c'est pas on va trouver un mot magique pour allier tout le monde, c'est comprenons-nous les uns les autres, faisons les efforts de nous battre pour les enjeux des autres. Et c'est par exemple quelque chose que, j'ai juste un petit exemple comme ça, en ce qui concerne une affaire qui a eu lieu récemment en Belgique, il y a eu cette histoire des personnes,
du sauvage, là, du blackface ici en Belgique. C'est une organisation qui s'appelle Bruxelles Panthère ici, qui s'est notamment mobilisée, qui sont des amis personnels de moi, que je voudrais saluer. C'est une organisation qui est notamment constituée de personnes qui sont d'origine nord-africaine. Et pourtant, ils ont avancé, ils se sont battus, ils ont eu une stratégie médiatique et politique très intelligente en allant directement à l'UNESCO, et se sont battus contre le blackface, c'est-à-dire contre la négrophobie, contre ce que des personnes telles que moi, telles que mes frères, telles que mes sœurs, nous subissons. Et ça, je trouve que c'est une belle preuve d'humilité et une belle initiative. Et c'est en faisant des choses comme ça, en moi, si je m'engage contre l'islamophobie, si je m'engage contre, la misogynie noire, comme on dit, c'est-à-dire le sexisme contre les femmes noires, etc. C'est pas juste moi je prêche pour ma paroisse, mais ça m'intéresse de lire les autres, ça m'intéresse de comprendre leurs expériences, et j'aime aussi que les autres le fassent pour moi. C'est ça une alliance. C'est sur la base de la compréhension de ces spécificités, pas sur la base de leur négation, à mon avis. Il y a quand même un... Bravo. Il y a quand même un gros problème là-dedans dans ce que tu dis. Non, mais je pense à une notion quand même qui peut être utile aussi de mobiliser. C'est ce que le philosophe Paul B. Preciado décrit dans ses articles, c'est-à-dire l'idée qu'on peut se battre en tant que corps vivant. Voilà, que peut-être ça peut être ça, en fait, le dénominateur commun qu'on a tous, c'est-à-dire de... c'est pas un enfermement dans une identité, en fait. Ça demande des connaissances et tout spécifiques, mais ensuite de se battre pour une nouvelle définition de la souveraineté, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire être vivant, et que c'est ça la question qui se pose à nous aujourd'hui, particulièrement dans un temps où on est en train de détruire ce qui nous permet d'être vivant. Et je parle là de la catastrophe écologique qui est en cours et à laquelle nous contribuons. On aurait pu encore plus essayer d'articuler avec la question du capitalisme et tout ça, mais ça faisait quand même un gros morceau là. Mais effectivement, on peut lire les féministes matérialistes. Il y a aussi des nouveaux écrits. Là, je pense au féminisme pour les 99%, par exemple, qui est apparu aussi à la découverte, qui articule en fait tout ça. C'est-à-dire, oui, quel sens ça a dans le système économique dans lequel on vit. Comment le capitalisme s'articule avec les oppressions de classe, de race, de genre. Et oui, c'est une analyse importante à avoir. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions ? Moi, j'en ai une dernière pour vous deux, parce que je trouve qu'il ne faut jamais partir sans avoir une idée de choses à faire. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, recommander une œuvre d'art aux personnes présentes ? Je recommanderais un film qui date maintenant un petit peu, qui est un documentaire, un très beau documentaire, d'un documentariste états-unien et artiste contemporain et aussi architecte, qui s'appelle Arthur Jaffa. C'est disponible sur YouTube maintenant. On peut le regarder, ça a été diffusé sur Arte, la captation est sur YouTube. Et c'est un documentaire que j'ai regardé un tas de fois et qui a influencé beaucoup des choses que j'ai dites aujourd'hui. C'est-à-dire que le titre de ce documentaire, c'est « Dreams are colder than death ». Les rêves sont plus froids que la mort. C'est une référence au fameux discours du Dr King, de Martin Luther King, « I have a dream », et une constatation, une situation de ce que signifie être noir dans les États-Unis du début du XXIe siècle. Et la réponse à ce discours du révérend King, et qu'aujourd'hui, le dream, les rêves sont plus froids que la mort. C'est-à-dire que l'expérience noire aujourd'hui est une expérience, comme je l'ai dit, et c'est d'autant plus vrai aux États-Unis, de proximité de la mort, une expérience de deuil, mais aussi une expérience d'espoir, d'espérance. Et là, on a des voix qui sont parmi les voix les plus intéressantes et les plus intelligentes, y compris, je trouve, de la pensée féministe noire contemporaine états-unienne, comme Horton Spillers ou Saidiya Hartman, qui malheureusement ne sont pas beaucoup lues ici, mais aussi d'autres types de personnes qui font d'autres types de professions, des éducateurs, des stripteaseuses, des personnes de tout milieu qui donnent leur image, leur expérience de ce que c'est que la vie noire, avec un ensemble d'images d'archives, de prises de vue faites par Arthur Jaffa lui-même, qui sont très belles. Et il est vrai une certaine mélancolie qui s'en dégage, mais je pense une mélancolie qui représente bien l'existence noire aux États-Unis,
en ce moment, et aussi dans l'ensemble de la diaspora. C'est pour ça que c'est un petit peu un film qui est un certain manifeste d'une tendance intellectuelle qui existe un petit peu dans les campus américains aujourd'hui, qui s'appelle l'afro-pessimisme, qu'il ne faut pas comprendre comme comment dire, une idée sur le fait que le continent noir est condamné, mais plutôt une tonalité existentielle du fait que les inégalités entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis ne cessent d'augmenter et que la situation depuis la période de l'esclavage ne va pas véritablement en s'améliorant, mais que malgré tout, la créativité, l'inventivité noire et la capacité de faire du nouveau est toujours présente et n'a jamais été aussi intense. Après l'origine du monde de Courbet, l'origine de la guerre d'Orlan, c'est facile, mais ça renvoie, puisque l'origine de la guerre d'Orlan, c'est une toile et c'est un pénis en érection. Et donc ça renvoie à la virilité et à la masculinité comme base aussi de la guerre, hein, l'origine du monde, l'origine de la guerre. Donc voilà, je crois c'est aussi une artiste tout à fait passionnante sur plein d'autres aspects, et qui, sur la fameuse expo à Paris, au musée d'Orsay, sur le masculin, le nu masculin. C'était une des seules toiles de femmes dans l'expo, et je trouvais ça aussi tout à fait passionnant. Et puis l'œuvre qui pour moi est presque un livre de chevet, c'est parce que voilà, j'ai une fascination pour elle, mais je suis pas la seule. C'est évidemment KKT, hein, King Kong Theory pour moi de Despentes, qui reste pour moi celle qui me fait bouger le plus et qui dit les choses comme j'aimerais tellement les dire. Donc voilà, je dirais Despentes, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Merci beaucoup. Merci Norman Ajari. Merci beaucoup Valérie Piette. Et Yanni Ernaux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.